Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Pour les actualités nationales, le chef de l'État prend part au sommet international sur le climat au Sharm el-Sheikh, Égypte. Autre actualité à la une de ce journal, toujours national, le Premier ministre somalien est arrivé à Djibouti pour une visite officielle. Et enfin, pour les actualités internationales, le PSG retrouvera le Bayern en Ligue des Champions. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous recevez pour cette édition de 15 heures. Nous commençons avec les actualités à la une de ce journal. Le 27e conférence des parties à la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique, le COP27 a démarré ce matin dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de 100 chefs d'État et gouvernements des pays du monde et plusieurs hauts responsables tels que le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, ainsi que la présidente de la Commission de l'Union européenne, Mme Ursula von der Leyen, participent à cette conférence de haut niveau. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a y pris part également aux côtés de plusieurs de ses homologues, venus nombreux pour assister à cette conférence qui met l'accent sur les efforts mondiaux pour faire face aux répercussions du changement climatique dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. À son arrivée au centre international de conférence à Sharm el-Sheikh qui abrite ce sommet, le président de la République a été accueilli par son homologue égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, et le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Ensuite, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, ainsi que les dirigeants des pays du monde ont pris part à une photo de famille avant l'ouverture de 27e conférence du climat qui a officiellement démarré dans l'enceinte de la grande salle de réunion à Sharm el-Sheikh. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, visant notamment à contenir le réchauffement sous la barre de 2 degrés Celsius et idéalement à 1,5 degrés Celsius. Abordé dans les négociations également la question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques seront bien évidemment dans l'agenda officiel pour la première fois. Ces sommets constituent pour les pays du monde une occasion de faire pression pour les pays en développement afin que les grandes puissances tiennent leur engagement pris lors des précédentes éditions de la COP. La conférence internationale sur le climat a valeur de plateforme de dialogue et d'interaction des pays du monde sur une des principales problématiques, en l'occurrence la lutte contre les effets du réchauffement climatique à l'ordre du jour de ces sociétés contemporaines. Intervenant tous les ans, l'ambition principale de cette conférence est de disposer à la réalisation d'une solidarité efficiente des nations du monde face aux conséquences multiformes et hautement dommageables du réchauffement de la planète, donc à faire valoir un principe de compensation et de justice financière au profit des communautés les plus vulnérables, notamment l'Afrique. Dans une allocution prononcée à la tribune de cette conférence, le président de la République a indiqué que le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, le plus menaçant et le plus urgent étant, sans conteste, le réchauffement qui met en péril la survie de l'homme. Ce constat nous est sans cesse rappelé par les nombreuses catastrophes dont nos populations sont régulièrement victimes. On écoute le numéro 1 djiboutien. Monsieur le Président, M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et président de la COP27, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier le président de la République arabe d'Égypte, Son Excellence Abdel Fattah el-Sisi,
et le peuple égyptien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle cité de Sharm el-Sheikh. Nos remerciements s'adressent ensuite au nouveau secrétaire exécutif de la Convention, M. Simon Stielli, qui a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter nos travaux durant cette conférence. Permettez-moi enfin d'endosser pleinement les déclarations faites par le président du Kenya au nom de l'Afrique, ainsi que le président du Pakistan au nom du groupe G77 et de la Chine. Monsieur le Président, le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le plus menaçant et le plus urgent étant sans conteste le réchauffement qui met en péril la survie de l'homme. Ce constat nous est sans cesse rappelé par les nombreuses catastrophes dont nos populations sont régulièrement victimes. Ceci est triste car malgré les nombreux sommets et décisions et engagements, nos actions restent en deçà du niveau d'urgence et de mobilisation exigé. Pire, la quantité émise de gaz à effet de serre continue d'augmenter et ses conséquences avec. Et paradoxalement, l'Afrique, qui ne contribue que de façon marginale au réchauffement mondial, est la plus touchée par ce phénomène. En ce qui nous concerne, la République de Djibouti, de par sa position géographique dans la zone intertropicale aride, est particulièrement vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Ces risques se traduisent par la rareté des ressources en eau, l'érosion du sol et les dégâts sur les infrastructures. Les impacts de ces risques sont particulièrement préjudiciables pour le secteur de l'eau, de l'agriculture et la santé publique à Djibouti. Pour cela, nous avons réalisé un projet d'adduction d'eau entre l'Éthiopie et Djibouti et un projet de dessalement de l'eau de mer permettant ainsi à notre capitale, pôle économique et démographique majeur, de s'affranchir des aléas du climat et renforcer la résilience de la population urbaine dans l'accès sécurisé aux ressources en eau. Djibouti a également construit plusieurs digues et barrages afin de protéger nos populations et nos infrastructures contre les inondations. Poursuivant son discours, le président Guelleh a rappelé qu'il était temps de passer des discours à l'action, réduisant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant le financement nécessaire pour augmenter la résilience des populations au changement climatique. Poursuivons la suite de son allocution. Le président, dans sa contribution déterminée nationale, Djibouti a pris l'engagement de réduire les émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie qui a permis de réduire annuellement de plus de 150 kilotonnes les émissions de CO2 du pays et initier plusieurs projets d'énergie géothermique, éolien et solaire en vue de réduire de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre. Toujours dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas plus d'une semaine encore, Djibouti a organisé un sommet mondial sur le climat qui a permis aux chercheurs venus des différents pays d'échanger sur la problématique du changement climatique. C'est dans cet esprit que nous avons créé un observatoire régional sur le changement climatique qui permettra aux chercheurs africains de contribuer à une meilleure connaissance du dérèglement climatique. Compte tenu des nombreux engagements non contraignants, Monsieur le Président, nous ne sommes pas surpris du peu de progrès accomplis.
C'est pourquoi nous rappelons à ce que la COP27 adopte une décision contraignante, reconnaissant les besoins et les circonstances spécifiques de l'Afrique. Nous rappelons aussi que l'accès à un financement additionnel et prévisible reste primordial pour mettre en œuvre les actions d'atténuation et d'adaptation. En conséquence, nous exhortons les pays développés à respecter leurs engagements, de mobiliser 100 milliards de dollars par an. Enfin, nous demandons que 50% de ce financement soit consacré à l'adaptation. Il est temps de passer des discours à l'action en réduisant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant le financement nécessaire pour augmenter la résilience des populations au changement climatique. Je vous remercie de votre attention. En marge de sa participation aux conférences de changement climatique, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu dans sa résidence à Sharm el-Sheikh en Égypte le président du Fonds international pour le développement de l'agricole, le FIDA, M. Alvaro Lario. Le président de la République et le PDG du Fonds international pour le développement agricole ont abordé plusieurs points dans le voie émaillant de consolider le partenariat entre Djibouti et le Fonds de FIDA, qui est une organisation qui vise à financer et accompagner des agriculteurs pour permettre de s'adapter aux répercussions au changement climatique. Le sommet de 27e conférence sur le changement climatique ainsi que ses effets négatifs sur le développement des pays en voie de développement étaient au menu des discussions entre le chef de l'État et le président du Fonds international pour le développement agricole et sa délégation. Le président du Fonds international pour le développement agricole était accompagné par ses deux vice-présidents du Fonds ainsi que ses proches collaborateurs. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem et l'ambassadeur de Djibouti en Égypte. À présent, nous écoutons les propos ou les dires du président du FIDA. Pour discuter l'ambition du gouvernement, je voudrais féliciter le président par l'ambition de sa transition verte, par l'énergie renouvelable et tout ce qu'il veut faire du FIDA. On veut le s'appuyer avec la transition aussi avec la sécurité alimentaire et aussi avec le secteur privé et en plus avec l'électrification. Bon, on travaille déjà beaucoup avec les gouvernements, avec les Djibouti. On a des fonds, aussi on apporte aussi des fonds et mobilise des fonds des autres partenaires. Et pour nous, c'est très important notre relation avec les Djibouti. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. Nous poursuivrons juste après. Continuons avec la COP27 qui s'est tenue en Égypte, à Sharm el-Sheikh. La question financière tient une place centrale. Lors de la deuxième journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont réclamé plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2000 milliards de dollars pour d'ici 2030 pour financer leur action climatique. Le président kényan William Ruto a appelé lundi à la reconnaissance des besoins spéciaux de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement, soulignant le cauchemar vécu par les Africains et aussi les atouts du continent dans ce combat. L'Afrique représente moins de 3% des émissions mondiales. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont le pays est frappé de manière récurrente par des phénomènes météorologiques extrêmes, a également été l'un des nombreux dirigeants à critiquer les pays industrialisés pour avoir délaissé le reste du monde. Mia Mottley fait aussi état du manque d'aide des pays riches pour faciliter la transition vers des technologies respectueuses du climat. En 2009, à Copenhague, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de 2020, mais selon l'OSDE, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés par les pays riches. Autre actualité à la une de ce journal, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre est arrivé en fin de matinée à Djibouti pour une visite officielle de 48 heures, sa première visite à Djibouti depuis sa nomination.
À sa descente d'avion à l'aéroport international de Djibouti, le Premier ministre somalien est accueilli par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre somalien est accompagné par une importante délégation ministérielle dont Abdelrazak Omar Mohamed, ministre du pétrole et des ressources naturelles Mohamed Ali Haga, le ministre de l'Intérieur Khadiga Mohamed Diri, ministre de la Femme et des Droits de l'Homme. Après l'accueil, le Premier ministre djiboutien et son homologue somalien ont eu une rencontre dans le salon de VIP de l'aéroport international de Djibouti, où des entretiens ont eu lieu dans une ambiance fraternelle. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays frères, le Djibouti et la Somalie, et les voies et moyens également de les renforcer davantage. Après l'accueil à l'aéroport, un entretien élargi est prévu entre les deux parties pour des discussions plus approfondies afin de dynamiser la coopération multisectorielle entre les deux pays qui partagent des points communs qui sont liés par des intérêts réciproques. Durant sa visite, le Premier ministre Hamza Abdi Barre aura des entretiens avec les plus hautes autorités djiboutiennes. La délégation du Premier ministre somalien va aussi visiter les principales infrastructures du pays, dont le centre d'observation régional et de recherche de l'environnement et les ports également. Rappelons que les deux pays sont toujours soutenus et suite à l'attentat terroriste du 29 octobre, la République de Djibouti a envoyé une importante brigade médicale et chirurgicale composée de plusieurs dizaines de médecins pour prendre en charge les nombreux blessés de l'attentat terroriste de Mogadiscio le 29 octobre 2022. En réponse à l'appel lancé par le président somalien à la communauté internationale, suite de la double attentat suicide à Mogadiscio survenu le 29 octobre dernier, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Djibouti à Mogadiscio a remis une deuxième cargaison de médicaments au ministre somalien de la Santé, le docteur Ali Haji Aden. La cérémonie de remise de ce don de médicaments a eu lieu à l'aéroport international de Mogadiscio en présence du responsable des deux parties. Notons que la République de Djibouti a envoyé la semaine dernière une équipe médicale de 20 spécialistes à Mogadiscio pour participer aux soins des blessés à la suite de l'incident terroriste qui a tué plus de 100 personnes. Dans une brève intervention, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Djibouti en Somalie a souligné que ce soutien sanitaire intervient conformément
aux instructions émises par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en réponse à l'appel du président Hassan Sheikh Mohamoud à la communauté internationale pour accompagner les efforts du gouvernement somalien visant à soigner les blessures. Pour sa part, le ministre somalien de la Santé, le Dr Ali Haji Aden, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la République de Djibouti pour le soutien indéfectible qu'elle apporte au peuple somalien, en particulier dans cette circonstance difficile. Il a également ajouté: aujourd'hui, nous recevons le deuxième vague des médicaments offerts par Djibouti au profit des personnes blessées à la suite du double attentat suicide à Mogadiscio. C'est un noble geste qui reflète les relations fraternelles entre les deux peuples, mais aussi la solidarité de Djibouti avec la Somalie, a affirmé le ministre somalien de la Santé. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise de diplôme à 4 lauréats de la première promotion de la licence ferroviaire. L'événement qui s'est déroulé au LIC a vu la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, le président de l'université professionnelle de Tianjin pour les techniques ferroviaires et les représentants de la Chine Civil Engineering and Construction Company et de la société des chemins de fer djibouto-éthiopienne. L'occasion pour le ministre de louer ses brillants esprits qui ont fait une année en Chine et 2 années par vidéoconférence avec l'université de Tianjin. À noter que ces jeunes qui ont obtenu leur baccalauréat en 2018 sont les pionniers des licences ferroviaires ouvertes au LIC avec le partenariat de l'université de Tianjin. Ce partenariat entre la ville de Tianjin et le MENFOP a permis la formation technique des formations de l'ETFP à la logistique et au commerce international aux techniques ferroviaires formés en Chine. Ces enseignants disposent les cours avec des référentiels co-préparés avec le professeur de l'université de Tianjin. Pour rappel, la Chine a ouvert à Djibouti le premier atelier Louban en Afrique, établissement inauguré au LIC par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. À ce jour, 3 promotions composées de plus de 80 étudiants sont en formation. À l'occasion pour le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud de remercier chaleureusement le gouvernement chinois pour son précieux appui multiforme. Il a rappelé que les investissements chinois dans la construction et le développement des infrastructures de l'atelier Louban au LIC visant à former de jeunes cadres djiboutiens hautement qualifiés et capables d'assurer le fonctionnement des nouvelles infrastructures routières, ferroviaires et portières. Il a rendu également un hommage à la politique visionnaire du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui vise à développer les infrastructures de transport. La première promotion des licences professionnelles qui sont en formation du LIC dans les ateliers Louban clôtureront leur formation en fin de cette année 2022. On écoute tout de suite les dires du ministre du Travail. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers collègues, Monsieur le président de l'Université professionnelle de Tianjin pour les techniques ferroviaires, Monsieur le directeur général de la China Civil Engineering Construction Corporation, CECC, Monsieur le directeur de la Société des chemins de fer djibouto-éthiopiens, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités. C'est pour moi un réel plaisir de participer à cette cérémonie de remise des diplômes à notre 4 lauréats ayant finalisé avec succès leur étude en licence professionnelle ingénierie et technique ferroviaire avec l'Université professionnelle de Tianjin en Chine est un moment important pour moi. Elle marque certes la fin d'une action de formation que nous célébrons aujourd'hui en pompe en ce moment même dans cette salle. Chers collègues, chers partenaires, au nom du gouvernement et à mon nom propre, je tiens à remercier le gouvernement et le peuple chinois pour son appui à la stratégie de développement de son Excellence le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, visant à faire de Djibouti un pôle économique, commercial et financier, régional et international. Sans la moindre réserve, la Chine a fourni des appuis techniques et financiers à notre pays, et cela dans de nombreux domaines sensibles
tels que le développement d'infrastructures routières, ferroviaires et portières, mais aussi dans la valorisation de notre capital humain à travers les investissements effectués dans la construction et l'équipement de l'atelier Luban ou LIC, afin de former des jeunes djiboutiens hautement qualifiés et capables d'assurer le fonctionnement de nouvelles infrastructures dans les secteurs du transport et de la logistique. Je peux, pour conclure mes propos, encourager et féliciter les jeunes lauréats. Malgré les temps difficiles que vous avez traversés, vous avez récolté aujourd'hui le fruit de vos efforts. Je remercie également le corps professoral et l'ensemble des techniciens qui ont appuyé tout au long de ces formations. Je vous en remercie. Ensuite, nous écoutons le ministre, M. Mostafa Mohamed Mohamed. Depuis la mise en service de l'atelier Luban au LIC de Djibouti, je suis vraiment très satisfait des actions essentielles qui ont été réalisées et également qui sont en cours de réalisation. Si je me permets de citer, nous avons 8 promotions de jeunes en BTS et en licence professionnelle qui sont actuellement en formation dans les spécialités suivantes: exploitation et gestion ferroviaire, ingénierie et technique ferroviaire, commerce international et gestion logistique. Mais aussi, autres actions réalisées, des cadres de la direction générale et de l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont effectué un voyage d'études en Chine. Aussi, un groupe d'enseignants de l'EFTP ont également suivi, Monsieur le ministre, une formation de renforcement des capacités en Chine. Il y a eu aussi un accompagnement technique et pédagogique sur site et à distance de nos enseignants dans la mise en œuvre des formations, et cela est pleinement, bien sûr, aujourd'hui opérationnel. Mais également des équipements didactiques de nouvelle génération ont été mis à la disposition de nos équipes pédagogiques. Aussi, un dispositif d'immersion en milieu professionnel est pleinement fonctionnel aujourd'hui avec des périodes de formation à la gare de Nagat. Et enfin, un partenariat est établi avec des sociétés chinoises et en premier, la société CCECC pour faciliter bien sûr l'insertion professionnelle des lauréats des filières de l'atelier Luban ainsi que ceux des autres spécialités du baccalauréat professionnel. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de célébrer donc la fin de formation de 4 jeunes djiboutiens en licence professionnelle ingénierie et technique ferroviaire avec l'université, bien sûr, de Tianjin. Nous allons poursuivre avec les nouvelles nationales, toujours santé maintenant. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, a présidé le lancement des sessions de renforcement des capacités des sages-femmes exerçant dans les polycliniques et dans les centres médico-hospitaliers des régions de l'intérieur. La cérémonie de lancement de ces sessions de formation en cascade a donc vu la participation de la représentante du FUNIAP, Mme Aïcha Ibrahim, et de la directrice pour la santé mère et enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah. Quant à l'objectif de cette formation, il s'agit de renforcer les compétences de cette première cohorte d'une trentaine de sages-femmes afin d'assurer une meilleure qualité des prestations de la santé reproductive au niveau des maternités de première ligne concernant les soins obstétriciens et néonataux d'urgence. Dans son allocution, le ministre de la Santé, sur l'intérêt primordial de conduire périodiquement ces sessions de mise à niveau des connaissances et compétences des sages-femmes qui sont en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Le ministre a assuré que le rehaussement des compétences des prestataires sera en outre accompagné par le renforcement de la modernisation du plateau technique dans toutes les structures sanitaires du pays. Ces activités formatives concourent au renforcement de notre système de santé qui vise le département de la santé grâce à l'amélioration globale des offres de soins, notamment à l'assurance des prestations de qualité en santé maternelle et néonatale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Dans son intervention, le ministre de la Santé a souligné que le renforcement des capacités de personnel médical est une priorité pour son département et plus particulièrement la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. On écoute le ministre de la Santé. C'est une formation qui est très importante. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez,
Si vous regardez la mortalité infantile, c'est-à-dire de 0 à 1 an, le 2/3 concerne la mortalité néonatale. Et donc pour améliorer, en tout cas pour réduire fortement cette mortalité néonatale, nous devons améliorer la prise en charge néonatale des nouveau-nés, mais aussi améliorer la prise en charge des femmes qui accouchent et les femmes enceintes. Nous avons un plan d'accélération, de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et c'est dans ce cadre de ce plan-là que cette formation s'inscrit dans ce cadre-là. Et cette formation est très très importante pour toujours faire des mises à niveau, pour toujours améliorer les pratiques des sages-femmes vis-à-vis des urgences, qu'elles soient obstétricales mais aussi néonatales. Je suis très heureux d'être là donc, ce matin avec vous. Comme vous le savez, nous sommes en pleine réorganisation de notre système de santé. Nous sommes en train d'améliorer les polycliniques en termes d'infrastructures, mais également de personnel, de ressources humaines au niveau des polycliniques, mais également au niveau des régions. Nous avons récemment envoyé 20 sages-femmes dans les régions. Nous devons amener des sages-femmes dans ces lieux-là, au niveau des régions. C'est au niveau de ces régions-là que le taux de mortalité est le plus élevé. Donc chaque décès est un problème. Chaque décès doit être évité. Et pour cela, nous devons donc mettre en place ou fournir aux centres de santé, aux postes de santé, aux polycliniques, des sages-femmes, des personnels qualifiés, formés. C'est dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à l'écrivain africain dans sa deuxième session. Le PAWA et un collectif d'auteurs et d'artistes djiboutiens ont fait immersion dans la plus haute institution littéraire, culturelle et artistique nationale. Une visite guidée sous la supervision du directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein de Allé. Après la bibliothèque et les archives nationales, le groupe n'a pas manqué de visiter le mémorial EGA, un lieu hautement symbolique au terme de patrimoine culturel, politique et historique de la nation djiboutienne. Un haut lieu où sont consignés les narratifs de lutte charnière pour l'indépendance, des moments forts où la littérature et les activités culturelles et artistiques étaient fondatrices des thèmes mobilisateurs pour s'affranchir de l'asservissement colonial. Ainsi, l'après-midi est consacré aux restitutions, des travaux et réflexions propices à la propension de l'essor culturel, littéraire et artistique. Il s'agit de faire de la promotion littéraire, culturelle et artistique une triade salvatrice dans les stratégies de développement culturel, économique et intellectuel. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a salué ce travail de concertation du PAWA dont l'essence est prometteur d'apogée salutaire sur le triple plan économique, écologique et éthique. Dans le cadre de la santé de proximité, une équipe mobile du centre médico-hospitalier de Tadjoura s'est déplacée hier dans le secteur de Balho, plus précisément à Hangadé. Cette équipe dirigée par le médecin-chef Dr Dembio était composée d'une sage-femme, d'un nutritionniste, d'un technicien ophtalmologiste, des infirmiers et des agents de la vaccination. Cette localité est située dans la sous-préfecture de Dora, aux environs 160 km du chef-lieu, et est dépourvue de centre de santé. La population de cette localité a bénéficié de la consultation médicale pour les adultes, la prise en charge intégrale de la maladie infantile, sans oublier la consultation chez la femme enceinte, renforcée par le planning familial.
L'équipe médicale a procédé à la vaccination des enfants de moins de 5 ans qui devaient se déplacer sur une distance de 30 km pour atteindre le poste de santé le plus proche. Donc c'est sous l'arbre à palabre, devenu une clinique ambulante pour l'occasion, que se sont déroulées les activités de soins. Venus en masse, les habitants de cette localité, vieux comme jeunes, hommes comme femmes, ont tenu à exprimer leur reconnaissance. Et il faut noter que non seulement ils ont été consultés et devant chez eux par des professionnels, mais aussi bénéficié de traitements gratuits. Durant cette sortie, une centaine de femmes enceintes ou allaitants ont pu bénéficier de supplémentation en fer, de planning familial ou encore des conseils, et que parallèlement, des vaccinations contre le Covid-19 ont été réalisées par des personnes volontaires après un éclairage par des professionnels sur le bien fondé de se faire vacciner. Ce genre d'activité s'inscrit dans la politique de santé de proximité qui est le socle politique sanitaire du gouvernement. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, en terminant à la 50e place du groupe H, derrière le Benfica Lisbonne, le club champion de France, le PSG, pouvait s'attendre au pire lors du tirage au sort effectué au siège de l'UEFA à Nyon, Suisse. Il n'a finalement pas été épargné avec le mastodonte allemand, sextuple lauréat de l'épreuve. Les Bavarois ont perdu à l'intersaison leur artificier Robert Lewandowski, parti en FC Barcelone, mais ils n'ont rien perdu en échange avec l'arrivée du Sénégalais Sadio Mané en provenance de Liverpool et vient de reprendre les commandes de la Bundesliga. Le huitième de finale réservant également un autre choc d'envergure entre le Real Madrid et le Liverpool, revanche de la finale 2022 remportée par le club espagnol 1-0 et entachée par deux graves. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.